Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire des entraîneurs qui portera sur la préparation physique chez les jeunes. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir comme intervenants 6 personnes qui vont nous partager leur expérience sur le sujet de la préparation physique chez les jeunes. Donc il y aura Frédéric Lecomte, responsable du haut niveau, Pierre-André Loaec, entraîneur pour l'Annester Squash Association, Yann Ménégo, responsable du pôle espoir d'Aix-en-Provence et des équipes de France. Philippe Molindi, préparateur physique du pôle France Squash d'Aix-en-Provence et du Krebs d'Aix-en-Provence. Mehdi Renaille, entraîneur fédéral à Squash 95. Et Xavier Romieux, entraîneur à Squash Loisirs Balagne. Merci à vous de votre participation pour cette intervention sur la préparation physique chez les jeunes. Et on va commencer par une première question pour démarrer ce partage. Qu'est-ce que vous abordez en préparation physique chez les jeunes selon leur genre et leur âge? Donc on parle des jeunes jusqu'à la puberté. Et je vais commencer à donner la parole à Mehdi. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Mehdi Renaille. J'entraîne depuis à peu près 17 ans, un peu tous les niveaux, tous les âges. Et je m'occupe d'école de squash depuis 17 ans. J'ai des cours d'école de squash un peu tous les jours. Pour en revenir au sujet de la préparation physique, j'ai décliné un peu certains âges, quoi. Je vais commencer par les âges de 4 à 6 ans, donc ce qu'on appelle chez nous le mini-squash. Pour le mini-squash, le plus gros de la préparation physique, en tout cas chez moi, c'est de la coordination motrice, donc avec un maximum de déplacements, tous les déplacements possibles. Il ne faut jamais perdre de vue et surtout pas dissocier la préparation physique avec ce que l'on attend et ce qu'on veut que le joueur devienne. Ça veut dire que le physique ne peut pas être dissocié complètement de la technique, quoi. On sait qu'au squash, par exemple, on a plusieurs déplacements qui sont très importants et qui vont être très importants dans les années à venir, comme les pas chassés, les courses en avant, les marches arrière. Donc moi, le plus tôt possible, j'essaye d'intégrer ça à mes séances de squash ou mini-squash, que ça soit des séances en pas chassé, en marche arrière, en course avant, avec différentes amplitudes, des grandes amplitudes, des petites amplitudes, des courses plus en vélocité. Ça, c'était la première chose au niveau des déplacements. Après, le truc qui est très important pour les joueurs de squash, peu importe l'âge, et qui va être très important dès le début, c'est toutes les dissociations qu'on a dans le squash, que ce soit la dissociation entre le bas du corps et le haut du corps, pour réussir à tenir ses épaules et parallèle au mur latéral et réussir à frapper la balle. Les dissociations entre le bras et le haut du corps pour la frappe de balle, réussir à lâcher le bras sans pivoter pour autant. Donc une autre dissociation qui va être très importante. Et une autre dissociation qui est la dissociation entre la tête et le haut du corps, sachant que quand on est ôté, ça va être important de garder les épaules face au mur frontal et de réussir à tourner la tête pour toujours avoir un regard sur la balle. Voilà, donc ça, en coordination motrice pour les tout petits, je pense que c'est important d'aborder tout ça le plus tôt possible. La deuxième chose, ça va être une bonne latéralisation, jambe droite, jambe gauche. Ça veut dire réussir à faire des exercices autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche. On sait que plus tard, ça va être important de savoir jouer des balles autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche, que ça soit à droite ou à gauche du terrain. Donc ça va être une autre partie importante. Et pour les plus petits, ça va être une latéralisation entre la main droite et la main gauche. Je pense que même si on est droitier ou si on est gaucher, c'est important des tout petits de réussir à lancer des balles, par exemple, autant de la main droite que de la main gauche. Voilà, pour toujours garder une bonne latéralisation des deux côtés. Dernier petit point, j'avais oublié, ça va être l'équilibre. Donc, l'équilibre qui va être important tout au long des âges, où on sait que c'est important d'arriver à arrêter quand on frappe la balle et de ne pas bouger au moment de la frappe de balle. Après, j'ai décliné un âge entre 6 et 10 ans. Donc, toujours beaucoup de coordination motrice entre 6 et 10 ans, avec bien sûr, petit à petit, plus on avance dans les âges, plus on va aller vers la spécificité squash, avec la raquette, avec des déplacements plus squash, ce qu'on a moins déjà dans le mini squash.
Donc la coordination motrice avec une spécification un petit peu plus grande dans les âges de 6 à 10 ans, et de la vitesse. La vitesse, ça soit autant de la vitesse de déplacement, c'est-à-dire que les exercices qu'on a fait plus jeunes en mini-squash, où ils apprennent à faire certains déplacements, quand on arrive dans les âges un peu plus élevés, on peut commencer à mettre de la vitesse et leur demander à faire des exercices plus rapides. Bien sûr, pas avec un temps long, ça veut dire des exercices sur quelques secondes, mais où on sait qu'on va travailler la vitesse, pendant cette période-là. Alors, je voulais parler de la vitesse de déplacement, mais aussi de la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, il y a un côté physique, il y a un côté aussi système nerveux, mais c'est important dès les tout petits, et surtout que nous, on sait que c'est pas, on a des gens qui sont naturellement rapides, des petits qui vont être naturellement rapides, c'est-à-dire qu'ils vont courir vite tout de suite, et d'autres pas, d'autres qui seront moins rapides que certains, sachant que nous, au squash, on peut compenser ça par déjà une bonne lecture de la trajectoire de balle et une bonne vitesse de réaction. Ça veut dire que rapidement, dans les âges de 6 à 10 ans, on va mettre des exercices de vitesse pure, c'est-à-dire de vitesse de déplacement, où on va juste faire des pas chassés en rapidité ou des courses en avant ou des courses en arrière, mais rapidement intégrer un signal visuel, et plus particulièrement un signal visuel avec la balle, avec des trajectoires de balle différentes, pour apprendre le plus tôt possible aux jeunes à détecter la trajectoire de balle, et surtout de faire en sorte que les moins rapides puissent compenser le fait qu'ils soient moins rapides que certains, et pour les plus rapides, bien sûr, qu'ils arrivent à détecter la trajectoire de balle le plus tôt possible. Je sais que ce n'est pas forcément de la préparation physique pure de détecter la balle, mais c'est dur de dissocier ça de la préparation physique. Parce que dans la préparation physique, on est obligé d'intégrer le fait qu'un petit qui va, par exemple, quand on va être plus âgé, un jeune qui va détecter la balle tôt et qui n'est pas forcément rapide pourra arriver plus tôt sur la balle qu'un jeune qui est rapide et qui n'a pas une bonne lecture de la trajectoire. C'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas dissocier les deux. Alors là, il va y avoir un gros travail de l'équilibre entre 6 à 10 ans, sachant même qu'à partir de 9 ans, on va pouvoir commencer un petit peu de gainage, que ce soit de gainage du haut du corps ou gainage du bas du corps, pour réussir à être en équilibre au moment de la frappe de balle. Donc, un gros travail d'équilibre à cet âge-là. Et aussi, je voulais parler au niveau de la préparation physique entre 6 et 10 ans. Après, ça dépend à quel âge a commencé le petit. Moi, je parle d'un petit qui a commencé en mini-squash, mais à apprendre les rudiments de l'échauffement et des étirements. La première chose, c'est surtout éducatif, pour que les jeunes joueurs apprennent à aimer le sport en général et que ça devienne un besoin pour eux de faire du sport dans les années à venir. Ça veut dire que c'est important pour eux d'aimer le sport. On fait du squash, mais c'est important pour eux d'aimer le sport, déjà pour que petit à petit, ils aient une autonomie et qu'ils arrivent à faire du sport sans nous. On n'est pas toujours au quotidien avec eux, sachant qu'il y en a qu'on va avoir une fois par semaine, d'autres qu'on va avoir 4-5 fois par semaine, mais c'est important qu'ils apprennent à aimer le sport, et même sans nous, qu'ils arrivent à faire du sport en dehors de la salle de squash, quoi. Donc, que ça soit pour les échauffements, pour les étirements, qu'ils apprennent rapidement quand ils font une séance de sport, qu'ils arrivent à s'échauffer seuls, et bien sûr, après, avant un retour au calme avec les étirements. Les étirements, ça va servir surtout à partir de 7-8 ans, où le but, c'est qu'ils arrivent à entretenir leur souplesse naturelle, normalement, qu'ils ont petits. Voilà, à partir de quand ils ont 4 à 6 ans, ils sont souples naturellement, et le but, c'est qu'ils arrivent à entretenir ça à partir de 8-9 ans, et bien sûr, après, la souplesse, ça continue jusque, bien sûr, après la puberté. Après, à partir de 10 ans jusqu'à la puberté,
Même à partir de 9 ans, ça va être pour moi la période, ce que je fais, la période de l'endurance. Donc, on va essayer de faire des exercices un petit peu plus longs, euh, les forcer parce que ce n'est pas toujours facile pour eux de faire des exercices qui vont durer plus longtemps, des exercices qu'on va faire sur plusieurs minutes, alors que jusque maintenant, on a fait des exercices assez courts. Donc, on va intégrer petit à petit de l'endurance dans nos exercices physiques. Euh, Moi, ce que je fais pour que ça reste ludique, j'essaye de mélanger des exercices physiques en début de séance. Quand j'ai par exemple des séances d'1 heure et demie, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, sachant que je pense qu'1 heure et demie, une séance, c'est plutôt pas mal parce que je peux intégrer, moi, dans la séance, du physique que je fais en début de séance pour ensuite pouvoir faire du squash. J'essaye de ne pas trop isoler le physique. Je sais que c'est compliqué pour les jeunes surtout de faire une séance que physique. Voilà, surtout avant la puberté, où ils n'ont pas encore décidé de devenir un champion de squash. Euh, pour que ça reste ludique, j'essaye toujours d'intégrer dans mes séances une partie en début de séance où je vais faire du physique et une partie où je vais faire du squash, bien sûr, où je vais finir par des matchs de squash, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que nous, qu'il faut qu'on reste dans notre spécificité et que les jeunes sont là pour jouer au squash. Voilà, donc moi, l'âge de l'endurance va commencer à partir de 9 ans, jusque bien sûr après la puberté, sachant que là, on va s'arrêter à la puberté, mais je pense que c'est important pour eux, au départ, à 9 ans, de commencer à apprendre à faire des exercices longs pour développer leur capacité d'endurance. Jusqu'à la puberté, je ne fais pas trop de différenciation. Le seul souci, c'est qu'en fonction des filles et des garçons, les filles généralement ont une puberté plus précoce que les garçons. Donc, je vais pouvoir faire des exercices un peu plus tôt, vers l'âge de 11 ans, avec certaines filles que je ne vais pas pouvoir faire chez des garçons qui n'ont pas du tout commencé la puberté. Sachant que c'est chez certaines filles, vers 11-12 ans, j'ai certaines filles qui, à 12 ans, ont, sont déjà bien avancées dans la puberté, sont déjà réglées et on peut faire des exercices un petit peu plus durs, voire des exercices de PMA pour certaines filles qui vont être bien avancées dans la puberté, ce que je ne vais pas pouvoir faire chez les garçons. Mais ça, c'est que après là, c'est que vers 11-12 ans, quoi. Mais sinon, jusqu'à 10 ans, a priori, j'ai pas beaucoup de filles qui ont commencé la puberté à 10 ans. Merci Mehdi, je vais donner la parole à Pierre-André maintenant, s'il veut bien activer son micro et puis voir si tu as des éléments à compléter sur ce que tu fais toi dans ta pratique au quotidien, dans la préparation physique chez les jeunes, s'il y a des choses pour lesquelles tu fais différemment, n'hésite pas à t'exprimer sur le sujet. Merci. Merci. D'abord, bonjour à tous. Donc, je vais préciser, moi, je suis entraîneur de squash, mais pas à temps plein comme peut l'être Mehdi. Donc, je n'ai pas ce temps d'expérience et autant de public. Donc, je suis aussi prof de PS. Bon, il se trouve que j'ai quand même une école de squash qui me prend un petit peu de temps, mais j'ai sans doute pas la même quantité de public. J'ai aussi entraîné mes enfants qui sont maintenant soit première série, soit à la porte de la première série. J'ai un jeune qui monte là, qui arrive à un niveau deuxième série. Après, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Mehdi, parce que j'ai pas autant détaillé que toi dans mon approche, dans la présentation. Mais il est important aussi de souligner qu'on a un différentiel au niveau de l'âge biologique et de l'âge chronologique. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça, puisque on peut avoir un différentiel de plus ou moins 2 ans par rapport à l'âge chronologique. Et bon, il y a quelques tests qui existent pour déterminer cet âge biologique et la maturité, en fait. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est un des éléments que j'essaye de prendre en compte. Autant au niveau de l'école de squash que dans le cadre de mon boulot. Alors, je compléterai dans mes approches, c'est que j'ai toujours, au niveau de l'école de squash ou de l'entraînement par rapport à ce que j'ai pu faire avec mes enfants, quand on en parlait en préambule tout à l'heure, en disant que comme tout éducateur, comme tout enseignant, on fait tous des erreurs à un moment donné, et après c'est de la capacité de se remettre en question quand on les formule, quand on les fait. Et c'est là où c'est important parce qu'on touche à la dimension intégrité physique. Donc et là on rentrera plus sur la durée de travail. Chez les petits, on va être sur des temps qui vont être soit d'intensité faible pour un temps long,
soit des intensités fortes, mais sur un temps court. Et une chose sur laquelle je ne déroge pas, c'est le temps de récupération. J'essaye toujours d'avoir un temps de travail, un temps de récupération. La récupération fait partie du travail dans l'activité physique. Donc ça, c'est quelle que soit l'activité physique que l'on peut pratiquer. Ça, c'est et même d'un point de vue éducatif, d'un point de vue nerveux, pour garder l'attention des petits, avoir des moments de pause, c'est aussi une manière de revenir. Sachant que les petits, jusqu'à l'âge de 10, 12 ans, bien sûr en tenant compte de l'âge biologique, ils ont une capacité à durer dans l'effort que d'autres n'ont pas, chez les ados notamment, chez ceux qui sont en pleine puberté. On a des études récentes. Il y a un bouquin qui est très bien fait d'ailleurs. Si ça vous intéresse, c'est sur la préparation physique du jeune sportif. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence. Et qui reprend justement toutes ces dimensions-là avec des jeunes prépubères qui sont plutôt sur des filières aérobie. Donc on a chez les petits une capacité à durer malgré tout dans l'activité. Moi je me rends compte chez les petits, même au collège, quand j'ai des 6e, des 5e, ils ont une capacité à aller très vite, très fort pendant un temps qui est relativement long après à mesurer parce qu'on ne peut pas les emmener dans des efforts trop prolongés pour éviter la fatigue nerveuse et tout ce que ça peut engendrer derrière. D'accord. Après, moi, pour revenir sur le travail technique, c'est là où je rejoins Mehdi, c'est que, pour moi, j'ai toujours un travail technique en même temps. C'est-à-dire que si je fais un exercice physique, c'est toujours lié à une frappe, atteindre une cible, et donc avec une répétition qui va être avec une réussite technique. Et la réussite technique sera aussi le moyen de mesurer, d'évaluer aussi la fatigue du jeune. C'est-à-dire que s'il est en réussite technique, on peut imaginer qu'il est en capacité de supporter l'effort. Dès qu'on commence à avoir un déficit technique, là, c'est aussi un indicateur pour arrêter le jeune et pour lui permettre de récupérer. Non, mais je te remercie. On va avancer un petit peu. Comme ça, on va passer la parole à un autre intervenant. Et puis comme ça, tu reprendras la parole par la suite si tu as d'autres éléments à apporter. Yann, est-ce que tu veux compléter ou apporter des éléments supplémentaires par rapport à ce que toi, tu proposes par rapport à ces catégories d'âge, s'il te plaît? Ouais, bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe du Pôle Espoir maintenant des jeunes depuis maintenant plus de 16 ans aussi. Moi, ce que j'aimerais amener comme peut-être point différent, c'est justement cette notion de préparation physique dissociée et associée. D'accord. Associée, c'est comme disait Mehdi, c'est tout simplement faire des fentes spécifiques avec une raquette de squash, être dans un travail physique qui se rapproche le plus possible de la discipline. Dissocié, c'est dans un travail physique qui s'éloigne de la discipline, entre guillemets. Décontextualisé du squash. Décontextualisé du squash, voilà. Et je pense qu'en plus qu'au niveau ludique, entre guillemets, à cet âge-là, c'est très important. Parce que, comme on dit, il faut réussir à les conserver, les amener à pratiquer de la préparation physique dans d'autres activités, par exemple, tout simplement, qu'on peut faire sur un cours de squash. C'est amener à développer d'autres groupes musculaires, d'accord, et c'est amener à maintenir une motivation et ce côté ludique de la pratique sportive. Comme a dit Mehdi, c'est là où je le rejoins, il faut qu'ils aiment le sport avant tout, avant d'aimer le squash. Et à force de faire ça, ils vont aimer le squash, ils vont aimer l'outil terrain de squash et ils vont rester au squash derrière, par cette diversité qu'on va amener jusqu'à 14 ans. Parce que qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire à cet âge-là? Qu'est-ce qu'on a tous tendance à faire à cet âge-là? C'est quoi? C'est aller essayer des sports à droite et à gauche. D'accord? Et si justement dans cette partie préparation physique qui est assez comme pour moi opportuniste pour amener de la diversification, eh ben, on doit en profiter. En plus, un cours de squash peut très bien permettre de faire, je dis une connerie, du foot, de faire du badminton, de faire plein d'autres activités différentes, où je vais travailler de l'agilité, de la coordination, de l'équilibre dans un outil terrain de squash, et après, du squash, ils vont faire quand ils vont faire la partie spécifique squash. Mais dans la préparation physique, je suis vraiment dissocié, moi, à ce niveau-là. Je pense que jusqu'à justement cet âge prépubère, cet âge qui est pour moi très important, le fait de dissocier, c'est-à-dire d'être entre guillemets dans un travail physique varié, qui n'est pas toujours en relation avec le squash, va favoriser les transferts plus tard. De une. De deux, le fait de dissocier et de travailler l'ensemble des groupes musculaires dans d'autres activités, va permettre d'éviter tout ce qui est en fait la crainte des gens. Pourquoi ils ne vont pas dans la préparation physique dès le plus jeune âge?
c'est qu'ils ont peur de blesser, d'amener les enfants à la blessure, de créer des blessures, de créer des déficits. Et justement, je pense qu'en faisant de la spécialisation dans la préparation physique trop tôt, et jusqu'à cet âge prépubère où on est en pleine croissance, où tout évolue, c'est vraiment dangereux parce qu'on va développer certains groupes musculaires spécifiques et on ne va pas les travailler les autres, d'accord, qui eux sont là pour équilibrer complètement le corps. Donc je pense qu'il est vraiment très important de faire attention à ça, de ne pas être vraiment centré que sur le spécifique. Le spécifique, ils vont en manger après suffisamment pour ceux qui vont continuer. Même on va pratiquement faire plus que ça, sauf dans les périodes de PPG, où on sera vraiment sur du généraliste. Mais il faut faire attention. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je pratique. Je fais très attention à ça. Ça, c'était le premier point que je voulais amener là-dessus. Ensuite, je rejoins complètement Mehdi où il faut vraiment, sur les petits jusqu'à 7 ans, vraiment aller sur tout ce qui est travail de coordination, équilibre, agilité, souplesse aussi, d'accord? Parce qu'on s'aperçoit, moi je vois, par exemple à la maison, hein, j'ai une petite fille qui a 18 mois, elle est très souple, hein, elle arrive à se mettre le pied dans la bouche, comme tous les bébés. Mais j'ai un garçon qui a 3 ans et demi, déjà, il commence à en baver. Donc, cette notion de souplesse, il faut qu'on arrive à la conserver. Elle est là dès la naissance. Il faut continuer avec la croissance, justement, à amener à conserver cette notion de souplesse qui est très importante et qui va être importante au squash en plus. La souplesse et l'élasticité musculaire que j'entends derrière aussi. À partir de 7 ans, 9 ans, j'amène un peu plus de vitesse, vivacité, d'accord, des changements de direction. Voilà, je suis beaucoup centré là-dessus, tout en conservant le reste, hein. On rajoute en fait, on conserve, on maintient le reste et on rajoute des choses pour qu'en plus la prépa physique soit justement plus diversifiée. Et quand je vais aller justement à partir de 9 ans jusqu'à l'âge prépubère, c'est là où on est sur une construction cardiovasculaire, d'accord. Et très souvent on hésite, mais je pense qu'il faut vraiment aller, comme l'a dit Mehdi, aller sur ce développement de la capacité aérobie, d'accord. Donc travailler à des rythmes lents et faire des exercices qui sont pourquoi pas un peu plus long, d'accord? Il ne faut pas hésiter là-dedans parce que les jeunes ont un rythme cardiaque très élevé et une récupération beaucoup plus rapide que les adultes. Donc, c'est sans risque, d'accord, d'aller sur la capacité, hein. Je n'ai pas parlé de puissance, j'ai parlé de capacité, donc d'endurance aérobie. Voilà, et puis on peut commencer aussi le renfort musculaire à cet âge-là. Il ne faut pas hésiter non plus. Renfort musculaire à poids de corps, amener des exercices de renforcement qui sont en lien avec la discipline, mais pas forcément en lien avec la discipline. Dans d'autres, moi, je suis gymnique à la base, donc j'ai pas mal d'exercices de renfort musculaire à proposer issus de la gymnastique, voilà. Et toujours, j'insiste toujours à maintenir sur cette notion de souplesse parce qu'on s'aperçoit que nos jeunes, quand ils arrivent, nous, au pôle, en fait, la souplesse, ils ne connaissent pas, quoi. C'est une notion pour eux qui leur est très, très, très éloignée. D'accord? Et justement, j'avais orienté en fait cette notion de préparation physique sur l'âge prépubère parce que je pense que c'est un temps qui est vraiment primordial pour qu'on ait des jeunes, nous, qui arrivent après, soit en CER, soit dans des pôles, avec une base physique, comment on l'a qualifiée, cohérente. Parce que très souvent, on est obligé de reprendre des bases qui ne sont pas là, en fait. Et malheureusement, c'est trop tard, on a raté des temps de développement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter sur les temps de développement. Et comme disait Pierre-André, moi, je travaille, j'ai fait un diplôme universitaire à Bordeaux sur la préparation physique avec Georges Cazorla, qui était un spécialiste de la préparation physique chez les jeunes. Et il a fait un tableau des capacités à développer du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Si vous voulez, je pourrais vous le diffuser. Et c'est vraiment, c'est en cohérence, hein. Ça se rejoint complètement avec un autre livre qui vient de sortir à l'INSEP, écrit par Anne-Laure Morini, où pareil, on a le même tableau sur le développement physique dès le plus jeune âge. Et ce qui en ressort à chaque fois, c'est bien ça, c'est qu'il ne faut pas passer à côté des temps de développement chez les plus jeunes avant cet âge prépubère, qui sont des temps importants, mais malheureusement, on a peur d'y aller parce qu'on n'a pas les connaissances et puis parce qu'on a peur de blesser l'enfant. Alors que c'est là qu'il est quasiment le plus adaptatif. Et c'est là où on a le moins de risque de blessure si on fait les choses en cohérence et en connaissance. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Yann. Je vais donner la parole à Philippe. Alors, excuse-moi Philippe, Molandi, je ne sais pas comment on dit. N'hésite pas à activer ton micro. Oui, voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, Parfait. c'est Molendi, mais c'est pas Molendi. très important. Ouais, c'est pas très important. Si, quand même. Par respect, quand même. Non, non, non. Ouais, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit là, tous les trois là. C'est super, super intéressant. Alors moi, c'est vrai que je suis moins spécialiste du jeune âge quand même, hein, il faut le dire, mais plus de la partie adolescence et puis après bien sûr les adultes, hein. Voilà.
Je peux peut-être vous parler par contre un petit peu de ce qui m'est cher, de ce qui importe pour moi en préparation physique, hein, d'une façon générale. Bon, d'abord, si vous voulez, ce que je pense qui est très important en préparation physique aujourd'hui, c'est on va dire l'association totale et permanente avec l'entraîneur. Préparateur physique, c'est un terme qui est un petit peu, qui veut pas dire grand-chose. J'aurais préféré l'appellation anglaise, vous savez, physical trainer par exemple, c'est-à-dire un entraîneur, hein, qui travaille avec l'autre entraîneur. Bon, on va dire ce travail donc en partenariat permanent avec l'entraîneur, à mon avis, c'est la condition sine qua non, quel que soit l'âge, hein, je pense, des athlètes, hein, des squashers en l'occurrence. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment important, ce partage permanent et la possibilité de, en permanence, réajuster des choses qu'on a prévues, hein. Voilà, ça, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. On redemandera après l'avis des autres personnes. Après, ce que je voulais vous dire sur ce que disait Yann tout à l'heure, sur la préparation physique, moi, je pense que effectivement, à tout âge, il faut développer des qualités essentielles, c'est-à-dire les qualités de coordination, hein. Vous en avez parlé tout à l'heure, très bien, d'ailleurs, intersegmentaire, bilatérale, droite et gauche, coordination intermusculaire, ce que disait Yann à l'instant. On croit souvent que la préparation physique, c'est que la musculation. Bah, vous savez que non, bien sûr, il y a du cardio-training, il y a de la musculation, il y a bien sûr de la motricité, puis il y a de la prophylaxie. Mais dans le travail neuromusculaire, on va dire, c'est vrai que la coordination intermusculaire, elle s'acquiert beaucoup sur les grands mouvements polyarticulaires. Il ne faut pas hésiter, comme tu l'as dit Yann d'ailleurs, dès le jeune âge, à leur faire pratiquer des exercices avec des charges très, très raisonnables, entre 30 et 60% de leur poids de corps, par exemple, hein. Donc, un athlète qui peserait 40 kilos, vous voyez, 30%, ça fait 12 kilos. On ne prend pas de risque et ça leur permet d'intégrer déjà des exercices polyarticulaires qui développent cette coordination intermusculaire qui va être transférable partout. Parce que tu parlais après, Yann, des gestes plus proches de l'activité squash en préparation physique, comme le travail de fente, par exemple, hein, qui est incontournable. C'est vrai que ce travail de fente, il va être d'autant plus réussi, d'autant plus profitable et transférable que si auparavant, on est passé sur de l'arraché, on est passé sur du squat en front squat, en back squat, sur des fentes latérales ou des choses comme ça. Donc, je crois que tu as raison, on a été un petit peu à une époque peut-être trop prudent, entre guillemets. Ça part d'une bonne intention, hein, c'est de se dire on ne va pas blesser les jeunes, mais bien sûr, il faut faire très attention. Mais on prend pas de risque à trois conditions. On prend pas de risque, hein, à condition d'être très vigilant sur la technique, d'utiliser des charges extrêmement raisonnables. Moi, je vous disais entre 30 et 60% du poids de corps. Vous voyez, 60%, ça serait une charge maximale. Pour un ado de 40 kilos, ça lui ferait donc 24 kilos. Hein. Je pense qu'on ne prend pas vraiment voilà. Et puis, bien sûr, le volume de travail. Vous savez, je pense que en préparation physique neuromusculaire, le grand danger, c'est le volume de travail. Il faut faire très attention au volume de travail. Il n'y a pas besoin de trop en faire. Il faut faire du travail qualitatif. Alors, c'est vrai que si je prends, par exemple, pour des jeunes squashers, l'arraché en haltérophilie, on a de l'équilibre. On a de la coordination intersegmentaire, intermusculaire, intramusculaire. On a de la kinesthésie. C'est une école du dos. On ne prend aucun risque. C'est pas barbant pour le jeune. C'est assez marrant parce qu'on peut y mettre des jeux, on peut y mettre des choses intéressantes. Et puis, ils progressent très vite souvent. Hein. Et puis, on s'aperçoit, comme par hasard, qu'ils sont plus habiles, ils ont plus d'équilibre. Et puis, on commence à construire les muscles posturaux, tout le caisson abdominal, et puis les muscles fixateurs. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Et à partir de quel âge alors ? Moi, vous voyez, là, je pense à des athlètes de 12 ans, par exemple, hein, 12-13 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on a des petites barres de 5 kg, on a même des petites barres de 2,5 kg. Hein. Alors, on a des gros disques en plastique qui ont un diamètre de disque d'haltérophilie qui font 2,5 kg. Alors, vous voyez, par exemple, je peux donc organiser une barre de 7 kg, hein, c'est-à-dire 5 kg, 2 fois 2,5 en charge additionnelle. Et ma barre de 2,5, vous voyez, j'ai 7 kg sur ma barre. Vous voyez, ça peut être très, très intéressant. Ou un petit peu plus, une barre de 5 kg et puis 2,5, vous voyez, j'ai 10 kilos au total. Alors, ça paraît pas, mais c'est très intéressant en termes de coordination, bien sûr. Alors, il y a ça qui est très important, ce que tu disais, Yann, hein, c'est pas hésiter à commencer assez tôt là-dessus.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dès le plus jeune âge, et c'est ce que tu disais d'ailleurs Yann tout à l'heure, et je suis bien d'accord avec ça, il faudrait pouvoir dans la semaine se ménager 2 séances entièrement consacrées à de la prophylaxie, dans laquelle on pourrait mettre du stretching, c'est ce que tu as évoqué, du travail de mobilité articulaire, du gainage également, et pourquoi pas un petit apprentissage au rouleau de massage ou aux choses comme ça. Voilà, donc mobilité, stretching, gainage, et puis donc pourquoi pas associer stretching avec rouleau de massage. Ça serait intéressant si on pouvait comme ça donner des habitudes. Alors, il faut pour des jeunes qui ont… Alors, je m'excuse, hein, moi j'ai commencé à 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé dans cette tranche d'âge. Il faut limiter ce genre de séance, je pense, à 30 minutes. Hein, pour pas risquer de les ennuyer ou de donner un caractère trop rébarbatif. Ceci dit, la séance, on peut l'animer, hein, on peut faire des choses sympas, on peut l'animer cette séance. Hein. Voilà, moi je l'ai fait beaucoup avec les gens du fleuret, hein, les fleurettistes. Après une grosse journée de travail spécifique, eh ben, on arrivait finalement à passer un bon moment sur une séance de 45 minutes de stretching où je mettais aussi de la mobilité. Alors évidemment, je ne faisais pas du stretching actif postural debout, hein, parce qu'il venait de s'envoyer 3 heures de travail très très dur sur les cuisses. On passait donc au sol, mais on arrivait finalement à faire une séance assez sympa et pas trop ennuyeuse. Voilà. Donc je pense que si on pouvait 2 fois par semaine mettre comme ça, donner l'habitude, d'ailleurs c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, donner des habitudes sur une séance de prophylaxie, comme ça serait intéressant. Et dans le domaine de la prophylaxie, c'est là où je voulais aussi dire un petit mot, si vous voulez. Voilà, faire attention. Est-ce que tu peux expliquer la prophylaxie vite fait avant de démarrer ton exposé? Oui, d'accord. Alors, ce qu'on entend par travail prophylactique, c'est tout le travail qui permet d'éviter des blessures, d'une part, et aussi d'optimiser le rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, d'abord d'éviter les blessures. Par exemple, quand on fait des tests de posturodynamique, par exemple, on fait des tests de posture, mais en mouvement. On met les gens en mouvement. Alors, on fait faire 3 sauts unipodales, par exemple, ou un saut sur un plint, en contre-haut, en contre-bas, où on fait des choses comme ça. On peut s'apercevoir de problèmes au niveau des muscles posturaux, au niveau des muscles fixateurs. Les entraîneurs viennent nous voir et nous, on regarde des films, on regarde des images, on va voir les gens s'entraîner sur le cours et on peut s'apercevoir qu'un athlète très performant et très bien classé a par exemple des problèmes de fixateurs au niveau du bassin. Ces problèmes de muscles fixateurs, de muscles posturaux et de raideur musculaire qui serait excessive ou de manque de mobilité sur une articulation, ça va déboucher sur 2 choses. 1, bien sûr, ça optimise, ça augmente le risque de blessure, mais 2, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ça diminue le rendement, ça me permet de moins optimiser mes qualités. Et on a souvent le cas de gens brillants. Ils ont des qualités, c'est absolument indéniable, il y a du talent. Mais par contre, on n'arrive pas à utiliser toutes ces qualités. On n'arrive pas à les optimiser. C'est des gens chez qui il n'y a pas tellement besoin de développer. Les qualités sont là. Il faut plutôt les aider à exprimer ces qualités. Et parfois, il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit d'augmenter la mobilité, de rééquilibrer au niveau musculaire. Vous savez que beaucoup de blessures, notamment de déchirures musculaires, viennent surtout de déséquilibres musculaires. Hein. Alors, il y a l'accident, bien sûr, inévitable, qui sera toujours inévitable sur un geste. Ça, on ne l'évitera pas, celui-là. Mais il y a beaucoup aussi, vous savez, de déchirures musculaires, notamment, qui touchent beaucoup les muscles polyarticulaires, hein, d'ailleurs. Hein, parce que souvent, ils ont des contraintes qui sont un petit peu contradictoires, fléchisseurs-extenseurs, par exemple. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que ces déchirures musculaires viennent plus d'un déséquilibre que d'un déficit pur. Alors, la prophylaxie, c'est donc tout ça, vous voyez, c'est rééquilibrer, avoir fait un bilan sur les muscles fixateurs qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, des orientateurs de la force, hein, des muscles fixateurs qui vont me permettre bien sûr de mieux fixer une articulation, mais aussi d'optimiser son rendement. Et puis tous les muscles posturaux, voir un petit peu si c'est équilibré tout ça. Est-ce que le bassin tient? Est-ce que le dos ça tient? Comment se comporte ma sangle abdominale? Donc vous voyez, tout ce travail, on l'appelle travail prophylactique. Voilà, et à partir de quel âge à peu près ce travail prophylactique? Alors moi, par contre, je le situerais très tôt. Hein. Je le situerais à partir de 9 ans, par exemple. Hein. Là, vraiment, je pense qu'il ne faudrait pas hésiter. Il ne faudrait pas hésiter et très tôt essayer d'analyser un petit peu ça, d'identifier s'il n'y a pas des problèmes. Hein. Je ne sais pas, Yann, tu voulais dire un mot peut-être par rapport à ça?
Non, je disais, je validais. Oui, Plus il est fait tôt, oui, je pense. plus on peut aller dans le rééquilibrage qui est hyper important, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir des Oui, athlètes qui arrivent dès 14 ans, solides, munis, oui. comme on dit, munis des armes physiques pour aller tous les jours se mettre cher sur un cours de squash, quoi, ou dans une autre discipline. Mais si on ne fait pas ça dès le plus jeune âge, parce qu'un déséquilibre avec la croissance, il arrive vite aussi. Voilà, C'est ça. une croissance, comment dire, elle est pas menée, elle n'est pas dirigée, elle s'effectue génétiquement parlant, voilà, comme elle a envie. Et justement, il faut faire très attention à aller justement sur ces évaluations de posture le plus tôt possible pour pouvoir rééquilibrer le plus vite possible. Et c'est pour ça que je Voilà, dis que cette phase-là, exactement. Alors, c'est ça, exactement. Il y a rien de mieux pour ça que l'échange permanent entre l'entraîneur et puis la personne qui est là pour faire de la préparation physique et qui se concerte en permanence, qui observe les athlètes en train de travailler. On apprend, enfin moi personnellement, moi j'apprends en regardant les athlètes qui s'entraînent. Hein. On regarde, on observe, on note. Et puis c'est vrai qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Je voulais juste finir, pour pas être trop long quand même hein, et vous embêter, je voulais juste finir sur 2-3 choses, si vous voulez, qui me tiennent à cœur. Attention au gainage isométrique. Dès le plus jeune âge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais c'est toujours pareil. C'est une question de répartition en pourcentage, si vous voulez. Il faut faire du gainage isométrique, mais c'est 30%. Voilà, hein, c'est 30%. Il faut absolument, sur le gainage, répondre à la vraie définition du gainage, qui est résister à une situation de déséquilibre. Donc, il faut créer des situations difficiles et créer un mouvement autour avec des élastiques, avec des kettlebells, avec des petits ballons, des gros ballons, je ne sais pas, avec des medicine balls, peu importe. Mais attention à ne pas tomber dans le piège systématique du gainage isométrique. Voilà. Alors Philippe, je te redonnerai la parole tout à l'heure par rapport à ça. On Oui. posera la question de ce qu'il faut éviter un petit peu plus tard. Comme ça, je te redonnerai la parole et comme ça, on laisse les autres intervenants pouvoir s'exprimer sur le sujet. Je ne sais pas si Fred ou Xavier, vous aviez donc Xavier Romieux ou Fred Lecomte, si vous aviez des éléments à compléter par rapport à la question initiale qui était que faut-il faire Non, je confirmerais juste pour avoir beaucoup travaillé plutôt avec des 15-20 ans, que tout ce qui n'est pas fait justement dans ces âges de 7 à 14 ans, derrière pose lacunes, pose des problèmes parce que c'est difficile de rattraper le temps ou parfois ce qui n'a pas été fait ne peut plus être fait derrière. La vitesse, effectivement, comme l'a dit Yann, elle s'acquiert très tôt et si on la conserve pas et si on la travaille pas régulièrement, elle se perd. Il a pris l'exemple de ses enfants pour la souplesse, mais c'est le même principe. Au niveau cardiovasculaire, si on ne travaille pas l'EMA relativement tôt, on va avoir un déficit et derrière, quand on va travailler la puissance maximale aérobie, on n'aura pas un système cardiovasculaire suffisamment développé pour exprimer tout son potentiel. Donc, j'adhère dans le fait que EMA, endurance maximale aérobie. Endurance maximale aérobie, si elle n'est pas travaillée dès les 10, 12, 13 ans, donc à des intensités limitées, bien sûr, derrière, ça sera trop tard. Parce que on sait qu'au maximum, on va développer 25-30% dans son potentiel pour arriver au top. Si on ne fait pas ça, on va développer que 10%, alors qu'on va peut-être faire des séances énormes à 17 ou 18 ans, mais qui seront trop tardives à faire parce qu'on n'aura pas fait avant les fondamentaux qui vont permettre de développer l'ensemble de ses capacités. Donc, j'insiste sur le fait qu'effectivement, entre 7 et 14 ans, il y a tout un travail à faire qui, s'il n'est pas fait, derrière, ça ne sera pas rédhibitoire, mais ça sera un handicap pour l'athlète. Merci Fred. Xavier, est-ce que tu avais quelques mots à rajouter par rapport à ce qu'il y a à faire par rapport à cet âge avant la puberté? Écoutez, moi, j'ai entendu plein de choses intéressantes. Moi, il y a quelques notions que je voulais mettre en avant. C'est se poser la question de ce qu'est le squash au point de vue physique. Et le squash, pour moi, ce qui me saute à l'esprit, la première des choses, c'est le joueur, il doit être capable d'enchaîner un maximum de déplacements courts, rapides, et de tenir le plus longtemps possible. Donc, pour moi, la préparation physique, elle doit être axée assez rapidement vers ça, parce que le jeu de squash demande ça. Et puis après, il y a des choses, moi, j'ai le sentiment que la préparation physique, c'est un peu un domaine qui nous intrigue et qui nous perd en même temps. Il y a beaucoup de choses, que ce soit dans la musculation propre. Je voyais les commentaires par rapport au gainage isométrique, par exemple. Je vois que Yann a répondu. On se pose beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la prépa physique. Je suis un BE2 squash. Et j'ai avancé en fonction des discussions que j'ai pu avoir avec différents intervenants qui sont bien plus élevés que moi, mais j'ai avancé au quotidien avec mes gamins.
Alors, bien évidemment, il y a un socle commun, et là, je suis d'accord avec Mehdi, avec Pierre-André, tout ça. Il y a une espèce de socle commun à beaucoup de sports. La préparation physique générale qui commence dès tout petit avec des sauts, cloche-pied, des pas chassés, des marches avant, des marches arrière, des fentes, etc. Et aussi, la difficulté qu'on a, je trouve, c'est qu'il faut essayer de rester le plus longtemps possible, et y compris chez les grands et chez les seniors, dans un aspect ludique. Et ça, c'est difficile. D'avancer sur des séquences physiques en gardant l'aspect ludique. Donc, moi, j'essaye de changer régulièrement les exercices avec des trucs de couleur, de plots, aller chercher à droite, à gauche, machin, etc. Parce que j'imagine que même chez les grands, à un moment, ça devient compliqué et un petit peu ennuyeux. Et après, moi, je voulais revenir sur ce que disait Philippe par rapport au poids de charge. Je me pose la question de l'efficacité d'un poids de charge à 30 ou 60% du corps. Moi, mon sentiment, c'est que c'est trop. Encore une fois, je ne suis pas préparateur physique, mais je serais plutôt partant pour un poids du corps beaucoup plus léger, voire uniquement le poids du corps. Excuse-moi, je reprends mes propos. Une charge beaucoup plus légère, ou alors uniquement le poids du corps. Et dans des exos que tout le monde connaît, les exos en charge, tu veux dire étoile, par exemple. Oui, tu en veux charge, dire sans charge. Voilà, excuse-moi. Sans charge. Sans charge, voilà. Je me perds dans les propos. Donc, une charge très légère, ou alors uniquement la charge du poids du corps. Et j'en reviens sur les exos que tout le monde connaît certainement, des carrés magiques, etc. Tiens, j'ai vu le petit Victor l'autre jour faire des exos comme ça sur YouTube, où il travaillait du carré magique en pliométrie, et c'est déjà pas mal. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Alors, je suis très content d'avoir un préparateur physique avec nous qui pourra peut-être nous répondre sur ça, mais j'ai le sentiment que c'est trop, ce que Philippe disait. Voilà. Philippe, peut-être que tu peux compléter par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors, si tu veux, là moi, tu vois, j'évoquais quelques mouvements donc bien précis, hein, donc dont les bases, si tu veux, en haltérophilie, hein, sur un travail à charge additionnelle. Il est bien évident qu'à moins de 30% du poids de corps, si tu veux, ou à moins de 40% du poids de corps, on n'aura absolument aucun impact du point de vue neurologique, quoi. Il ne se passe absolument rien. C'est comme si on ne faisait rien. Alors, on peut prendre un bâton, bien sûr, en initiation, hein, mais après, il faut obligatoirement utiliser un petit peu de charge. Les exercices à poids de corps, comme les pompes, les tractions ou les dips, sont beaucoup plus difficiles que l'exercice, par exemple, que je viens d'évoquer. Je ferai très attention avec des jeunes de 12 ans ou 11 ans. Si je devais leur faire des tractions barres fixes, ce serait avec l'aide d'un élastique pour soulager. Parce que ça, par contre, ça peut être très contraignant au niveau des coudes et des épaules, par exemple. Hein. Si jamais la technique n'est pas parfaite et que sur la phase excentrique, sur la descente, les épaules montent, ça peut générer des tendinites. C'est assez violent comme exercice. Donc, il ne faut pas croire que les exercices à poids de corps ne sont pas difficiles. Ils sont difficiles, hein, d'une façon générale. Le moins difficile, le plus accessible et celui qu'on peut commencer assez tôt, c'est les pompes. Hein, d'autant plus que les pompes, on peut les aménager. C'est-à-dire qu'on peut augmenter, on peut surélever la position des mains, les mains étant plus hautes que les pieds. Donc, ce qui soulage en fait la proportion du poids de corps qu'on soulève. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais si on utilise un travail à charge additionnelle, comme du squat par exemple, ou donc de l'arraché, ou même une initiation au développé couché par exemple, ou des choses comme ça, et qu'on utilise des charges en dessous de 30% du poids de corps, on n'aura pas d'impact au niveau neurologique. Donc il ne va rien se passer au niveau du système nerveux, puisque c'est lui qu'on essaye de solliciter. Donc ça ne sert à rien du tout. Je ne pense pas qu'on prenne de risque sur un ado de 12, 13, 14 ans en utilisant ce type de charge. Voilà quoi. Je pense que, comme le disait Fred tout à l'heure à propos de l'AEMA, hein, et à propos du développement cardiovasculaire et respiratoire, sur les aspects purement neurologiques de travail à dominante, on va dire neuromusculaire, c'est la même chose. Je pense que si on ne prend pas soin de développer assez tôt en prenant beaucoup de précautions, le travail après est compliqué, est beaucoup plus compliqué, puisque ce travail qu'on va faire avec des charges tout à fait raisonnables va jouer un rôle dans l'optimisation de la vitesse, par exemple. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est vrai qu'on soit à dominante neuromusculaire, qu'on soit à dominante cardiovasculaire, respiratoire, je pense que c'est un petit peu la même chose. Si on ne prend pas soin de développer suffisamment tôt, en restant prudent, on est bien d'accord, hein, c'est dommage. Voilà. Et je ne pense pas qu'on prenne de risques avec ce type de charge. Du point de vue ostéo-tendineux, du point de vue du muscle et de l'aponévrose, hein, par exemple, je ne vois pas. Là, vraiment, et du point de vue de la colonne vertébrale, au niveau des disques intervertébraux,
Il a été montré, par exemple, que ce sont des exercices qui constituent vraiment un bienfait pour le caisson abdominal et les muscles posturaux. Donc, sont plutôt thérapeutiques au niveau de la colonne vertébrale. Merci. Alors, avant de compléter sur les risques et les dangers de la préparation physique, je voudrais quand même qu'on aborde la question de la durée des efforts en préparation physique et du nombre de séances hebdomadaires qu'on peut organiser et selon les âges qu'on a déjà cités. Donc, on a parlé des thématiques de la coordination, on a parlé de la vitesse, on a parlé du gainage, on a parlé du renforcement musculaire, on a parlé de l'endurance. Yann, peut-être que tu peux par rapport à ces différentes thématiques et ces différents âges, peut-être expliquer combien de fois par semaine et quelle durée d'effort on peut proposer selon les âges. Merci. Ouais, ok, d'accord. Comme le disait Philippe, je pense que le travail de préparation physique quand on est très jeune, en dessous de 7 ans, voilà, ça dure 30 minutes, c'est grand maximum. On est dans des notions de jeu, d'accord? On est là pour s'amuser, on approche la préparation physique sous forme de jeu hyper ludique, donc faut pas dépasser cette bonne demi-heure, surtout qu'en plus, après la quantité, c'est toujours pareil, c'est de savoir dans quel cadre elle va être effectuée. Est-ce que c'est effectué dans le cadre de l'école de squash? Donc, il faut déjà savoir combien de fois l'enfant peut s'entraîner dans la semaine, ça va dépendre de ça et comment l'entraîneur décide de répartir ce temps, entre la partie spécifique jeu, squash, travail technique, et puis la partie préparation physique. Quel temps lui veut y accorder. Mais moi, j'ai envie de dire, un enfant en dessous de 7 ans qui fait 3 à 4 séances de préparation physique par semaine d'une demi-heure, en étant une séance orientée sur la souplesse, une sur l'équilibre coordination, une autre sur de la fréquence gestuelle, enfin voilà, tu vois. Il n'y a aucun souci à faire 4 fois 30 minutes dans une semaine. Ça se place sans aucun problème. Et à partir de combien de séances d'école de squash, ou on va dire d'entraînement, on va commencer à intégrer de la préparation physique spécifique sur une séance, sur une séance spécifique en fait? Mais pour moi, si tu veux, c'est comme, je rejoins encore mon ami Philippe, tout ça, c'est une question d'organisation. Pour moi, si tu as 3 séances, tu peux faire de la préparation physique, mais tu vas pas faire une séance complète. Sur ton heure de squash ou ton heure et demie avec tes gamins, je ne sais pas combien de temps tu as, tu vas donner un temps pour faire cette préparation physique. D'accord? Ça peut être souvent, le mieux, ce serait de la placer en début de séance. OK? Pour la partie échauffement, déjà apprendre à s'échauffer, voilà, où tu peux intégrer de la souplesse, la partie agilité, équilibre, coordination avec des petits jeux pour amener ensuite toute cette notion d'équilibre et de coordination avec de la raquette derrière, puis aller sur des gammes jouées, du travail technique. Voilà, donc tu l'intègres pleinement dans ta séance. Tu ne fais pas une séance spécifique préparation physique. Pour moi, la séance spécifique préparation physique, elle va vraiment arriver une fois que tu es dans un temps d'entraînement, entre guillemets, quotidien, tu t'entraînes tous les jours et que tu veux aller vers du haut niveau, quoi. Voilà, là, je pense que jusqu'à cet âge-là, il faut profiter de chaque séance pour en amener un peu à chaque fois de la préparation physique, déjà pour que ce soit varié, pour que, moi, je sais pas, moi, j'ai commencé le squash très tard, mais je sais que quand je faisais de la gymnastique, si j'avais pu faire d'autres choses dans mes séances de gymnastique tous les jours, ça m'aurait fait plaisir, quoi, de faire autre chose que tous les jours les mêmes efforts de gymnastique, quoi, tu vois. Et j'y serais peut-être resté plus longtemps. Mais du coup, j'en suis parti. Mais donc voilà, je pense qu'il faut se servir de chaque séance pour amener des notions de préparation physique jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas de plus en plus amener tout ce qui est travail de vitesse à partir de 9 ans, comme je l'ai dit. Et puis après, un peu de travail en capacité aérobie, renfort musculaire, comme l'a dit Philippe. Voilà. Tu peux très bien avoir une petite barre derrière ton cours de squash, des petits poids, des petits trucs. Voilà, je travaille jouer ici avec des élastiques. Il y a plein de choses, mais ça doit être intégré dans une séance. Ce n'est pas une séance spécifique. Ok, merci. Pierre-André, tu voulais intervenir? Oui, dans la continuité de ce que vient de dire Yann, c'est que il faut savoir que nos jeunes ont toute une vie à côté, et Philippe l'a bien dit aussi tout à l'heure, c'est que quand tu récupères un jeune qui arrive à l'école de squash, il a fait des choses dans la journée où il va en faire, et ça, c'est des choses qui se font clairement intégrer. Moi, c'est une problématique que j'ai en EPS aussi, c'est que je demande à mes jeunes, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un entraînement? Est-ce que vous venez à vélo?
est-ce qu'on vous emmène dans votre voiture? Combien de temps vous restez assis dans votre journée? Nous, on est dans une vraie problématique au niveau de l'éducation nationale. Pour moi, on est dans un scandale sanitaire et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont sédentaires et on est sur de vraies problématiques. Et ça, il faut aussi l'intégrer dans la préparation physique. Et je rejoins complètement ce que dit Yann, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit ludique. La préparation physique, elle est donc intégrée dans les activités de jeu. On peut mettre de la pliométrie en mettant des cerceaux, on va sauter d'un à l'autre, on va faire l'échelle de rythme, et en même temps on va rajouter. Et tout ça, tous ces éléments-là sont imbriqués et c'est super important, parce que ça va nous aider aussi à travailler toute la dimension coordination. Donc donc il faut vraiment prendre en globalité aussi le jeune et pas uniquement l'enfermer, comme dit Yann très justement, sur l'activité purement squash, quoi. Pour vous donner un exemple, ce que j'ai pu faire avec mes enfants, et pas qu'avec mes enfants, parce que je le fais aussi bien dans mes cours de PS qu'avec les jeunes que j'encadre à l'école de squash. Je travaille beaucoup avec de la proprioception. J'intègre toujours cette dimension-là parce qu'elle est fondamentale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la proprioception, c'est tout ce qui est lié à l'équilibre et au déséquilibre. Et c'est fondamental. J'ai des jeunes qui ne sont pas capables de tenir en équilibre les yeux fermés. Un indicateur simple, c'est vous les mettez debout, vous leur demandez de fermer les yeux, vous allez voir ce qui va se passer. Après, on va même plus loin, c'est lever la jambe, ainsi de suite, dessiner. Il y a plein de paramètres dessus qui sont à travailler. Et j'en arrive même à faire du déplacement sur le cours de squash les yeux fermés. Donc en même temps, en plus c'est rigolo parce que ça perturbe beaucoup les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, parce que chez les adultes ça fonctionne bien. Donc voilà. Donc c'est vraiment important, c'est de prendre vraiment le jeune dans sa globalité pour comprendre aussi d'où il vient et pour savoir ce qu'on peut lui proposer. Si un jeune a passé 6 heures assis, et comme ça se passe dans toutes les écoles malheureusement en France, derrière, vous lui demandez une activité, vous ne pouvez pas lui demander la même activité que s'il a fait 2 heures de sport, s'il est venu à vélo parce qu'il habite à 1,5 km. Donc c'est vraiment très très important à prendre en compte. Moi je veux bien par rapport au temps, je veux donner, pour le travail que j'ai fait avec mes enfants, j'ai complété aussi par des activités de course et de vélo. Il y a une chose qui est vachement intéressante pour sortir, et comme disait Fred assez justement, sur travailler tout ce qui est capacité aérobie, le run and bike est une activité qui est, alors si vous avez 2 gamins ou plusieurs gamins et si vous avez la possibilité matérielle de le faire, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, qui est ludique. Ça sort du cadre parce que des fois d'être tout le temps sur un cours de squash, ça peut être aussi un peu barbant et ça peut faire du bien à tout le monde. Parce que vous pouvez varier, on enlève la dimension impact en faisant du vélo, c'est rigolo parce qu'on partage quelque chose et sur des temps partagés, c'est-à-dire dans la course je suis plus dans le travail, dans le vélo je suis dans la récupération, mais je travaille encore dans ma récupération, je fais de la récupération active et puis ça c'est pas mal. Donc moi j'ai souvent fonctionné de manière fractionnée. Je pouvais aller sur 1 minute, et après à décliner, et en fonction des intensités, un système pyramidal, plus vite, moins vite, enfin de moins vite jusqu'à plus vite, et de redescendre. Et là, on peut varier, et puis on peut imaginer, tiens, si ça commence à être dur, je reviens à l'étape précédente. Dans cette gestion-là, ça permet à chacun de s'adapter, de trouver son compte. On peut avoir sur un groupe de gamins, quand on fait des systèmes de relais, par exemple, ça peut être où on va les chercher, on va déposer, on peut travailler le technique en même temps avec le déplacement, et on peut mesurer, on peut évaluer, et on peut mesurer le temps. Donc moi, je travaille beaucoup en fractionné. Donc, les temps de travail, grand maximum, 2 minutes, mais vraiment 2 minutes, c'est pour travailler autre chose, mais plus un peu le mental, mais je n'ai pas beaucoup plus qu'1 minute. Merci. On va aborder la question, vous avez beaucoup parlé de ludique, de conserver l'aspect ludique. Justement, c'était une des questions durant ce webinaire qu'on souhaitait vous poser. Peut-être que le premier à en avoir parlé, c'était Mehdi. Mehdi, peut-être que tu veux prendre la parole pour dire concrètement qu'est-ce que tu essayes de mettre en place pour que justement cette préparation physique, entre guillemets, chez les enfants soit quelque chose de ludique. Oui, moi, ce que je disais, c'est, je pense qu'il est important, comme disait Yann, comme ce que j'ai dit au départ, c'est que
c'est que jusqu'à un certain âge, c'est qu'on ne fasse pas une séance de préparation physique exclusive sans intégrer du squash. Parce qu'ils viennent pour jouer au squash et c'est important. Concrètement, je pense que les gens, ils veulent un peu du concret. Moi, quand je m'occupe de mon école de squash, quand j'ai des personnes que j'ai une fois par semaine, je vais rarement faire du physique avec des personnes que j'ai qu'une fois par semaine. C'est-à-dire que je vais commencer à faire du physique avec des personnes que j'ai 2 fois par semaine. À partir du moment où je les ai 2 fois par semaine, c'est des gens qui, a priori, vont faire de la compétition. À partir du moment où ils commencent la compétition, c'est là où je vais pouvoir intégrer des notions et des séances un peu physiques. Mais je pense qu'il est important chez les jeunes, c'est toujours intégrer ça à la séance complète. Ça veut dire jamais… c'est compliqué de faire une séance de physique seulement. Surtout que je pense que la plupart des gens là qui ont une école de squash, on ne parle pas de pôle, on ne parle pas de CER, on parle des écoles de squash parce que c'est avant la puberté. Donc la plupart des gens qui s'occupent d'écoles de squash ont les personnes 1, 2, voire 3 fois maximum par semaine. Donc à partir du moment où les petits font de la compétition et décident de faire de la compétition, je pense que ça va être important d'intégrer du physique, à part bien sûr pour le mini squash, où le mini squash obligatoirement on va faire de la motricité avec les petits, quoi. Mais dès qu'on va passer vers 7-8 ans, ça va jouer au squash. Moi je trouve ça important de l'intégrer à la séance de squash et pas faire une séance exclusivement physique. Donc c'est Christophe, tu avais une question. Oui, c'était juste pour intervenir un petit peu par rapport à la ludicité en fait qu'on peut intégrer lors des séances. C'est ce que tu posais comme question là. On peut l'intégrer par le biais de courses en duel, de courses en relais. Voilà, donc ça peut permettre de garder ce côté ludique. Les enfants font du physique, de la vitesse, de la motricité, voire de l'endurance, mais sous forme de jeu. Voilà. Sous forme de challenge, sous forme de compétition intégrée à la préparation physique. Exactement. Et là, ça, on peut le caler facilement dans une séance. Il ne faut pas que ça soit très très long, mais voilà, on peut le caler dans des séances. Comme je pense l'importance d'apporter, de ne pas se fermer au niveau des sports. Par exemple, moi, je sais que je fais faire des balles aux prisonniers pour s'échauffer, du football. Et là-dessus, les enfants vont pouvoir faire des transferts après sur les prises d'informations, apprendre à faire des feintes, etc. On peut faire des transferts assez facilement en se servant d'autres sports. Hein. Voilà, donc ça, faut quand même continuer à le faire. Et ça, c'est facilement intégrable. Et les enfants sont demandeurs de ça. C'est vrai que dans une séance, ou soit pour s'échauffer, ou soit plutôt pour s'échauffer, c'est quand même mieux. Voilà, après avoir fait l'échauffement articulaire et basique, faire un petit foot avant de commencer, voilà, une balle au prisonnier ou une passe à 10 qui ressemble un peu à du handball. Enfin, voilà, ça permet de travailler pas mal de choses qui vont nous servir après au niveau du squash. Merci Christophe. Je rebondis un peu vite fait sur ce que dit Christophe, Mehdi, tout ça. Je pense qu'effectivement, de toute façon, tout bon préparateur physique doit partir des spécificités de la discipline. Et chez nous, la préparation physique, ce n'est pas un 100 mètres en ligne droite, d'accord ? C'est un physique qui est mis à disposition d'une prise d'information, d'un traitement de l'information, donc d'une notion cognitive, d'accord ? Et je pense qu'il est primordial et important que dans quasiment chaque séance de préparation physique, à un moment donné, il y ait cette notion de traitement d'information qui arrive dès le plus jeune âge. Parce qu'en plus, si on le fait dès le plus jeune âge, c'est là où, comme on l'a dit, le système neuromusculaire se met en place, le traitement de l'information, tout ça se crée à ce moment-là. Et c'est là où on va favoriser justement cette faculté à être de plus en plus performant, à traiter une information et donner une réponse, tout en faisant des exercices. C'est l'essence même de notre discipline, quoi. Merci. Xavier, tu avais abordé aussi la partie ludique dans ton discours. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, de ton côté, pour rendre ta préparation physique ludique ? J'aime beaucoup intégrer des exercices de PPG dans les séances, et notamment chez les tout petits. Parce que justement, on va leur apprendre à sauter, leur apprendre à faire des sauts pieds joints, leur apprendre à se déplacer dans un espace, en avant, en arrière, à jeter une balle dans un cerceau, etc. Donc, chez les tout petits, moi j'ai des groupes 4-7 ans, je leur fais beaucoup d'ateliers, d'échelle de rythme, sauter dans un cerceau, machin, etc. Et l'échauffement, je le base sur ça. Donc, ils rentrent tout de suite
Et ça fonctionne, hein, ils rentrent tout de suite Les dans le parcours de côté. motricité, en fait. Voilà, beaucoup de parcours de Et motricité. jusqu'à quel âge à peu près tu conserves ces parcours de motricité qui permettent effectivement, jusqu'à un certain âge, de rendre ludique l'activité? Et ou alors après, comment tu l'aménages ton parcours de motricité pour faire en sorte que justement ça continue à être ludique pour les élèves que tu as en leçon? Alors, plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué parce que moi, je trouve que les parcours de motricité, c'est une accroche. C'est un peu un moyen de les accrocher, de rentrer tout de suite dans une activité ludique. Parce qu'au début, ils n'arrivent pas forcément à frapper la balle, donc ça va être compliqué pour eux. Le côté ludique, ils ne vont pas le percevoir de suite. Donc, j'essaie de les amener sur ça. Après, chez les tout petits, les exos, on les garde 8-10 minutes dans le meilleur des cas, et on tourne et on change, etc. Et j'essaye d'amener un maximum de balles. Et chez les tout petits, on est sur des balles en mousse. Après, Rester sur des temps courts d'exercice pour justement conserver la motivation. Ben ouais, les tout petits, j'essaye de les garder 1 heure, mais c'est compliqué de les garder 1 heure, vous imaginez. Mais si je fais des séances de 50 minutes avec les tout petits, j'ai grosso modo, j'ai 5 exercices, quoi, hein, en moyenne, 5-6 exercices. Et des fois, on sort complètement du squash, ce que disait Christophe. Voilà, on fait du ballon prisonnier, on fait du machin pour casser le truc, et puis après, on revient sur des exos de raquettes, et on tourne autour de ça. Mais après, d'expérience, plus on avance dans l'âge et moins ils sont réceptifs à tous ces exercices-là parce qu'ils les maîtrisent et que ça devient compliqué de rester dans le ludique. Mais de temps en temps, j'y reviens, même avec les grands qui ont 15, 16, 17 ans. Allez, on se fait un échauffement en PPG. Pendant 10 minutes, on y va, bing, bing, l'échelle de rythme, les cerceaux, les droites, les gauches, les trucs de réactivité à droite, à gauche, tu vas vers le plot bleu, le plot vert, etc. Et du coup, on retrouve un peu le sourire, le machin, etc. Et ils intègrent ça. Alors, on le fait chez les grands, je ne le fais pas souvent, mais allez, toutes les 4-5 séances, on refait un petit rappel comme ça. Et je trouve que ça les met tout de suite dans un côté, ils ont le sourire, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas mal, ça. Voilà. Merci. Après, là où je rejoins beaucoup de gens, c'est que on n'a pas, malheureusement, on n'a pas les gamins 2 fois 2 heures par jour. Hein, je ne pense pas que ce soit le cas pour aucun d'entre nous. Et je me dis, on n'a pas de temps à perdre. Donc, quand on est en séance, il faut tout mixer, il faut tout mettre dans la séance. Le physique, le mental, j'écoutais Yann avec les prises d'information, etc., bien évidemment, et la technique. Il faut qu'on arrive à mixer ces 4 éléments qui sont indispensables. Et après, on appuie un peu plus sur le physique quand on est en période où on veut travailler le physique, un peu plus sur la technique quand on est en période où on veut travailler un peu plus sur la technique, etc. Mais les 4 éléments, on doit travailler avec ces 4 éléments tout le temps. Merci. Philippe, tu voulais prendre la parole pour… Oui, juste très, très rapidement, hein, c'est juste pour renforcer ce que disait Yann et puis Xavier, hein, c'est Xavier, voilà, à l'instant. C'est vrai que dans un sport comme le squash, qu'on soit sur un travail d'endurance cardiovasculaire, bon, peu importe, hein, EMA, PMA, peu importe, ou qu'on soit sur un travail neuromusculaire comme de la force explo, c'est très intéressant d'associer des tâches cognitives parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en off sur un sport comme ça. Hein. Un semi-marathonien qui part courir, il peut très bien se mettre en off. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis. Hein. J'ai une immense admiration pour les gens qui font du marathon, du semi-marathon, mais la personne peut se mettre en off. Un squasher, comme un boxeur, il n'a pas le droit. Parce qu'il est tellement sur du traitement de l'information que c'est compliqué. On peut très bien associer des tâches cognitives très simples qui deviennent du coup ludiques. Hein. Nous, on a fait vous voyez, par exemple, sur des séances de watt bike, un jeu de moquis en même temps, ou des tirs aux fléchettes, où on met une balle, par exemple, dans un panier, ou des fit-lights, hein, si on a des fit-lights. Hein, alors, tu utilises des termes spécifiques. Est-ce que tu peux les présenter au Headbike, par exemple? Tu peux les présenter à tout le monde. Et puis le deuxième terme que moi je connais pas du tout, que tu viens d'utiliser, d'ailleurs je pourrais même pas te le répéter le terme, avec des lights. Donc des fit-lights, oui, d'accord. Ok. Non, voilà. Simplement, si vous voulez, le watt bike, c'est tout simplement un vélo, hein, très performant. Pour plein de raisons, notamment qui nous donnent l'équilibre des forces, jambe droite, jambe gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Voilà, donc c'est un vélo qui vraiment reproduit vraiment la sensation exacte d'un pédalage. Et sur ce vélo, bien sûr, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire de la récupération, on peut faire de la EMA, on peut faire de la PMA, on peut faire de la force explosive, on peut faire de l'endurance de force, on peut faire aussi de la force maximale. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, là, par exemple, de chez Yann, qui viennent, par exemple, faire de la récupération dessus. Hein. Voilà, on peut faire plein de choses sur ce vélo de type watt bike.
Et très souvent, nous, on associe par exemple une tâche cognitive, toute simple. Par exemple, la personne est en train de pédaler, de faire quelque chose donc de très, très précis, de très, très structuré. Et puis on lui demande, par exemple, avec un jeu de moquis, de faire tomber la quille 8, 11 et 13, ou de jeter des fléchettes sur une cible. Ou bien alors, on a la chance, nous, d'avoir des Fitlight. Donc, vous savez, ce sont des jeux de lumière avec 4 programmes qu'on a, des lumières qui s'allument. Alors, il y a des programmes très, très simples, où par exemple, il y a des lumières bleues qui s'allument, il y en a 4, et puis il va y avoir 32 fois ces lumières qui vont s'allumer. Il suffit de les éteindre au moment où elles s'allument. Et puis, il y a dedans des programmes beaucoup plus compliqués où la lumière est bleue, mais il faut éteindre que le numéro 7 ou que le numéro 6. Voilà. Et on associe ça soit à un travail à dominante cardiovasculaire, soit un travail à dominante neuromusculaire. Par exemple, on l'associe beaucoup sur, par exemple, du travail de force explosive ou du travail de vitesse sur le cours. Vitesse plus Fitlight tout de suite derrière, ou vitesse plus autre chose. En fait, une tâche cognitive qui, du coup, rend cette partie de la séance très ludique, en fait, qui pourrait d'ailleurs, avec des jeunes, les amuser beaucoup, parce que c'est vrai que c'est amusant. Il y a un challenge, c'est rigolo. Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai que ça correspond tout à fait à l'activité du squash. Je parlais un petit peu des sports de combat. Il y a beaucoup quand même de rapports entre les deux. À une époque très ancienne, quand l'équipe de France de karaté était au plus haut niveau, eh bien, les entraîneurs conseillaient très fortement à leurs combattants de pratiquer le squash en sport complémentaire. Parce qu'il y avait tout dedans. Il y avait l'intermittent dont tu parlais, Xavier, tout à l'heure, je crois que c'était Xavier, cette capacité à réitérer des efforts explosifs sur un temps assez long, et puis cette lecture de l'information qui est assez extraordinaire dans ce sport qu'est le squash. Et c'est vrai que voilà, on avait, vous voyez, des transferts, des passerelles entre ces deux sports. Alors pour un squasher, faire du cardio, se mettre en off, bof, c'est pas forcément toujours génial. Il faudrait peut-être penser à associer des choses. Voilà, c'était juste pour reprendre ce que disaient Yann et Xavier à l'instant. Alors merci. Je voudrais donner la parole à Benjamin s'il est là, parce qu'en ce moment il fait des séances à domicile de préparation physique pour un peu toutes les personnes qui sont intéressées sur Facebook, et justement il n'a pas de Fitlight et les gens chez eux ils n'ont pas de Fitlight pour justement travailler le cognitif. Est-ce que Benjamin, tu voudrais un peu expliquer un peu ce que tu fais de ton côté pour travailler le cognitif tout en étant ludique? Oui, alors du coup là, j'ai essayé en fait de mettre en place des petites séances, on va dire, d'entretien physique qu'on fait du lundi au vendredi en fait avec ma copine Maud, qu'elle complète un peu sur la relaxation. Et pour garder un petit peu l'aspect ludique de ces séances, j'essaye de diversifier au maximum, et j'ai proposé 2 séances orientées cognitives. Et donc pour l'aspect cognitif, en fait, j'ai demandé aux gens qui nous suivaient de prendre des éléments qu'ils peuvent trouver chez eux. Alors, on avait pris une boîte, un torchon, un rouleau de PQ, etc. Et en fait, je mets en place des consignes sur des exercices soit en pliométrie, soit en isométrique, etc., où il faut aller toucher les éléments cités. Donc, moi, je suis que dans le rôle de coach là, dans ces séances-là, et j'indique en fait les éléments qu'il faut aller toucher le plus vite possible. Donc voilà, il y a une information, il faut traiter l'information en allant toucher les éléments. Voilà, j'ai renouvelé une 2e fois cette séance en apportant plutôt des couleurs plus que des objets, voilà, histoire qu'il y ait, que ça change. Et puis de temps en temps, j'inverse en fait les noms de ces objets, ou j'inverse les couleurs, voilà, pour rendre un petit peu la prise d'info un peu plus complexe, et renouveler aussi l'information en fait. Et même l'initiale de la couleur aussi, j'ai entendu. Ouais, l'initiale de la couleur, voilà, j'essaye de diversifier au maximum, parce que forcément, au bout d'un moment, il y a une adaptation. Déjà, on sait où est-ce qu'on a placé les couleurs. On a l'habitude de les repérer parce que le cerveau s'est habitué. Donc, voilà, j'apporte des petites modifications pour diversifier, renouveler un petit peu et avoir une nouvelle information à traiter. Merci Benjamin. Est-ce que parmi les intervenants, il y en a qui veulent aussi présenter des petits outils ludiques qu'ils mettent en place dans la préparation physique chez les jeunes? Moi, c'est ce que disait, ce que disait Xavier par rapport aux exercices de motricité. Moi, je continue à le faire même avec les jeunes ou les adultes. En même temps, tu peux mettre des contraintes physiques. Tu te mets en pompe au thé, tu te relèves, t'es en distribution. Donc, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer, mettre des haies, faire rajouter des sauts, faire 2-3 sauts avant d'aller jouer une balle. C'est une manière aussi de mettre une contrainte. Tu peux mettre des défis sur le temps avec des plus âgés.
pour justement créer cet aspect compétition. Moi, je suis capable de frapper, de mettre moins de temps pour aller frapper ma balle. Donc, on met une notion de timing entre. Donc, ça, c'est aussi, ça peut aussi, comment dire, créer une stimulation entre des jeunes qui sont en défi ou des adultes d'ailleurs, parce que ça peut jouer aussi pour les adultes. Hein. Donc, je démarre sur le dos, je repars, je tourne le dos au mur frontal, je ferme les yeux, je démarre. Mais ça, on le pratique, je pense, tous. On a tous des pratiques de ce type-là où on va présenter un plot bleu parce que je pars, ou alors je montre une couleur, et c'est ça qui va déclencher le déplacement. Donc, on travaille sur l'information, sur la rapidité du traitement de l'information pour pouvoir les jouer. Là, on peut, avec des plus âgés, on peut arriver à créer plus peut-être de stimuli, mais pour les gamins, ça marche vachement bien aussi. 5 ans, 6 ans, ils voient une couleur bleue, c'est à droite, ils voient une couleur rouge, c'est à gauche. Hop, et puis je lance la balle, et puis je vais jouer la balle à cet endroit-là. Donc finalement, ça donne du jeu. Puis après, c'est la rapidité, c'est le temps, c'est la répétition qui va faire qu'on va rentrer justement cette dimension athlétique, quoi. Et de mon côté, je connaissais aussi le jeu du morpion, qui est ça marche vachement bien. Un jeu très, très efficace pour effectivement travailler le cognitif et la préparation physique, parce qu'on peut le faire sous forme de relais. On va poursuivre maintenant, donc par rapport à justement les dangers à éviter, les risques à éviter. Donc Philippe, tu avais abordé un premier point par rapport notamment au gainage isométrique. Je te laisse poursuivre ta remarque par rapport à ce point-là. Sur le gainage isométrique, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne présente pas de danger en lui-même. Alors déjà, explique ce que c'est que le gainage isométrique pour que les gens soient au fait de ce que c'est. D'accord. Donc, le gainage isométrique consiste à réaliser un exercice qui sollicite de façon très dominante les muscles posturaux et le caisson abdominal. Hein. Donc, dans le caisson abdominal, on va intégrer les abdominaux, hein, le grand droit de l'abdomen, les obliques, le transverse, les carrés des lombes, le diaphragme thoracique, les psoas et le diaphragme pelvien. Hein. Voilà, donc le caisson abdominal, donc comme son nom l'indique, un caisson, c'est-à-dire des muscles qui travaillent totalement en interaction et dont l'efficacité repose sur l'équilibre des forces, uniquement. Et puis donc les muscles posturaux, hein, donc les muscles profonds de la colonne vertébrale et les muscles superficiels, dont certains sont bien superficiels et bien connus, bien visibles, comme les trapèzes par exemple, et qui jouent un rôle extrêmement important sur la posture. Donc un exercice de gainage isométrique, c'est un exercice qui sollicite de façon très dominante les muscles qu'on vient d'évoquer, d'accord, et d'autres muscles fixateurs, des chevilles, des genoux, des hanches et du bassin. Et évidemment, comme le nom l'indique, il n'y a pas de mouvement. Hein, c'est donc un travail purement statique sur un temps qu'on peut évaluer entre 30 secondes et 1 minute 30. Il faut remarquer quand même qu'à partir d'1 minute, il ne se passe plus grand-chose. Il faut faire attention parce que très souvent, l'organisme s'organise en économie gestuelle. Et en fait, on croit s'entraîner, on fait plutôt du désentraînement. Je m'explique. Si on est en gainage de planche, en gainage ventral, c'est-à-dire que le ventre est face au sol, et que j'utilise un gainage tout à fait classique en appui sur les coudes, au bout d'1 minute 30 par exemple, on s'aperçoit qu'on a mal aux épaules, on a mal aux coudes. L'objectif premier qui était de travailler les muscles posturaux et le caisson abdominal, on est en train de dévier d'objectif, quoi. Hein. Et on se rend compte qu'au bout d'1 minute, il faut trouver une variante. Cette variante, ça va être de bouger. Et on va donc passer de gainage isométrique à gainage dynamique. Il n'y a rien de plus stupide que ces concours de gainage isométrique où les gens essayent de tenir 3 minutes, 5 minutes. Alors moi, j'ai vu des 20 ou 30 minutes. Hein. C'est totalement stupide. Ça finit toujours par une tendinite de l'épaule ou une histoire comme ça. Pour ce que ça sert, c'est à rien du tout. Alors c'est très intéressant, je pense, dans le gainage, d'avoir 2 soucis. Un, on préserve un petit pourcentage de gainage isométrique, 30% par exemple dans la totalité du travail. 2, bouger. Trouver des situations dans lesquelles on bouge. Attention, ce qui est acquis au sol horizontalement est difficilement transférable verticalement. Autre piège. Hein, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de gainage horizontal, mais il ne faut pas penser que ce gainage, je suis très très fort en gainage horizontal et debout, je tiens pas l'équilibre, ça ne va pas. Dès que je frappe une balle,
ça bouge de tous les côtés. J'ai simplement oublié de travailler le gainage vertical. Alors là, je caricature un peu, hein, d'accord. Mais enfin, on peut tomber dans le piège. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil, c'est de la cuisine, c'est une question de pourcentage. Tout dépend comment on utilise les ingrédients. Il faut faire du gainage horizontal, bien sûr. Il faut faire du gainage isométrique, mais dans quelle proportion? 30%, 35%. Après, attention, il faut vite se relever, hein, parce qu'au squash, je suis debout. Hein, donc ça, il faut bien y penser. Je joue debout et je joue dans des situations très différentes. Donc, il va falloir, dans les exercices que je trouve, que je propose, trouver des situations très variées, très, très variées. Je crois que dans l'entraînement en général, mais dans le gainage de force, dynamique, il n'y a rien de pire que d'habitude. Il faut vraiment varier énormément, utiliser des chaînes croisées, utiliser un tas d'ustensiles différents. Il faut faire attention à ça. Voilà. Alors là, on n'est pas tellement sur une notion de danger, mais on est sur une notion d'inefficacité. Or, l'inefficacité peut amener la blessure. Et surtout, priver le squasher d'un rendement qui soit suffisant. Il a beaucoup de talent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il n'arrive pas à l'exprimer complètement, ce talent. Et ben, ça, c'est vraiment dommage. Alors pourquoi? Peut-être que quand il frappe, le bassin il tient pas trop, ou qu'on s'aperçoit au ralenti que il s'écrase sur l'avant, hein, ou il a du mal à revenir en arrière, hein, quand il a été chercher une balle sur l'avant, il a du mal à revenir en arrière. Alors est-ce que ce serait pas intéressant de faire du gainage de force avec des élastiques à harnais ou des choses comme ça? Vous voyez, c'est ça que je voulais dire tout simplement, hein, là-dessus. Après, je m'excuse, je vais pas être très long, hein, je ne veux pas vous lasser. Attention, même chose, c'est de la cuisine, hein, c'est des ingrédients qu'on dit. Attention à la proprioception en milieu instable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais le cours de squash est stable. Je joue sur un sol qui est stable. Attention à ne pas donner aux mécanorécepteurs des informations qui sont fausses. On croit qu'en travaillant en milieu instable, on va, s'il y a une situation lésionnelle, rattraper la lésion. C'est faux. La vitesse lésionnelle est plus rapide que la vitesse de correction. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Alors, le kiné, lui, il est obligé de faire de la proprioception en milieu instable, puisqu'il reprogramme une articulation qui a été déprogrammée par la blessure. Hein. Le ligament qui a été blessé, il y a deux conséquences, hein, c'est qu'il ne fait plus office de maintien, mais les mécanorécepteurs qu'il contient sont déprogrammés. Il faut les reprogrammer. Le kiné va faire ça, il le fait bien en général. Hein. Nous, on va faire un petit peu de milieu instable, mais attention de ne pas tomber dans le piège de faire 80% de proprio en milieu instable. On a vu une résurgence des entorses de la cheville et du genou chez les basketteurs, chez certaines équipes de basket, parce que c'est 80% de proprio en milieu instable. Alors là, c'est comme le gainage isométrique tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais c'est 30%, c'est 35%. Attention, le gainage en milieu stable nous offre énormément de possibilités. C'est très, très riche. Il y a énormément de choses à faire en milieu stable. Ça peut être bien sûr de la proprioception avec raquette, avec une balle, ou sans raquette, ou sans balle. Mais la proprioception en milieu stable est en milieu stable est très riche dans le choix des exercices. Hein. Il ne faut pas croire qu'elle est limitée. Hein. Elle est très très riche. Elle est infinie. Hein. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, c'est un petit peu ces deux choses. Et puis je finis, puis après j'arrête de parler. Tenir compte de la forme du jour, c'est ce que disait André tout à l'heure, Pierre-André, c'est ce que disait Yann aussi tout à l'heure. Culturellement, on a un petit peu de mal, nous, avec ça. Ce n'est pas une critique hein, que je fais. Moi aussi, j'ai eu ce travers beaucoup, peut-être moins maintenant. Attention, tenir compte de la forme du jour. C'est très important. Il faut être capable de modifier ce qu'on a prévu à l'instant T parce qu'on a un athlète qui n'est pas un tricheur, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un simulateur. Il vous fait part aujourd'hui d'une fatigue particulière, hein, d'accord. Il faut en tenir compte, être capable à l'instant T de modifier la séance et de faire autre chose qui sera utile aussi. Mais la forme du jour, c'est très important. Et je pense que si on n'en tient pas compte, on peut être contre-productif, et mettre l'athlète en danger et finalement faire du désentraînement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci Philippe. Fred, est-ce que tu peux ajouter aussi des éléments par rapport aux erreurs à éviter en préparation physique Non, Philippe a bien résumé toute la situation. Ce qu'il vient de dire à la fin, c'est très important, c'est la capacité d'adaptation. Et donc tout ça, ça revient à un élément qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, c'est quand même la planification. C'est-à-dire tout doit être lié à cette planification générale entre la partie spécifique, la musculation, la prépa VPG. Tout ça doit aller dans un contexte général qui maintient un équilibre de l'athlète. Mais non, Philippe a bien dit que surtout, il ne faut pas aller au-delà de ce que peut faire un athlète. Et l'athlète, c'est celui qui se sent le mieux.
et qui est capable d'avoir un échange avec nous pour dire si aujourd'hui il est capable de faire la séance ou pas. Merci Fred. Pierre-André, tu avais évoqué effectivement l'hyperspécialisation dans les erreurs à éviter. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, écoute, oui, parce que là c'est plus le prof de PS qui va en parler, c'est que je suis modestement. Je vois des jeunes qui sont donc très engagés dans leur pratique sportive, avec comment dire, et ils ont un temps de pratique. J'ai des gymnastes notamment, ils sont gymnastes de haut niveau. Alors Yann en parlera peut-être parce qu'il a été gymnaste aussi, mais et au final, ils développent une motricité qui est fermée et qui les enferme aussi dans leur adaptabilité ou leur capacité d'adaptation. Et nous, au squash, on peut avoir les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on a des habiletés qui sont relativement fermées, même si on a quand même des possibilités, il y a plein de possibilités. Et au final, on s'expose aussi aux blessures. Parce que finalement, si on n'est pas capable de s'adapter, c'est là où je suis content d'avoir entendu ta remarque, Philippe, là, à propos de la proprio, parce que j'en fais, mais après, c'est sur une question de proportion, et ça, c'est une vraie difficulté, c'est de gérer la proportion. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes qui sont, en étant hyper spécialisés, n'arrivent plus à s'adapter à des situations nouvelles et donc ne peuvent plus évoluer. Alors là, c'est entre de l'école de squash lambda jusqu'à le haut niveau. Il y a une marge, mais même pour de l'école de squash, c'est important de ne pas rester toujours fermé sur un mode de fonctionnement. Et dans mon approche en tant qu'entraîneur, j'essaye de m'appuyer sur ce que le jeune propose pour l'aider à se transformer plutôt que d'essayer de lui imposer un modèle technique. Parce que j'ai pas envie de l'enfermer, parce qu'il découvre les choses un peu à sa manière, donc et il approche l'activité un peu à sa manière. Je sais pas si je suis assez clair. Donc après c'est cette dimension-là, et puis en travaillant de manière trop spécifique musculairement, est-ce que mais moi c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, clairement. Je suis capable à la fois d'avoir une dimension spécifique de la préparation du jeune, mais être capable aussi de le préserver. Et ça, moi, j'aurais apprécié d'être avec quelqu'un d'autre, un Philippe, par exemple, avec moi, pour me donner un coup de main et pour accompagner, et puis pour travailler un peu plus dans ces axes-là. Merci Pierre-André. Et Yann, quelles sont les erreurs à éviter selon toi dans la préparation physique chez les jeunes et chez les plus jeunes? Moi, je mets énormément d'importance dans tout ce qui est le travail postural. Je suis hyper vigilant, j'essaye d'être hyper vigilant à l'apprentissage des postures quand on veut aller sur un travail un peu diversifié, comme on l'a dit avec Philippe, sur de la musculation, par exemple, j'utilise bien l'haltérophilie. Je sais que c'est vraiment, pour moi, c'est la discipline de l'apprentissage des postures. C'est vraiment, on a tout dedans. Il y a des très bons DVD que fait, DVD, plus DVD maintenant, mais des très bons liens que propose la Fédération française d'haltéro pour apprendre des mouvements qui sont coordonnés, qui sont explosifs et qui amènent une vigilance posturale hyper importante et du gainage aussi, dynamique justement. Donc c'est pour moi vraiment un très gros vecteur et je pense qu'on ne le travaille pas, on ne l'utilise pas assez. Ça peut se faire avec un bâton, pas besoin de mettre des charges. On ne l'utilise pas assez pour moi dans ces tranches d'âge-là. Ensuite, je mettrai aussi une état de vigilance dans le pourcentage du travail en excentrique. Parce que l'excentrique sur des enfants qui sont en pleine croissance avec une ossification qui n'est pas terminée, il faut quand même être vigilant parce que c'est là où on exerce les plus grosses forces sur le travail excentrique. Donc, il faut faire. Alors, excentrique, est-ce que tu peux donner un petit peu de précision, s'il te plaît? Excentrique, je vais qualifier ça sur tous les mouvements musculaires de freinage. D'accord? On va freiner et amener beaucoup de force sur un groupe musculaire. On part avec de la vitesse et on n'a plus de vitesse. Donc, pour moi, c'est très, très dangereux à cet âge-là. Il faut faire attention. Ça, il faut être vigilant. On peut en mettre, mais il faut en mettre très peu. J'irais plutôt sur du pliométrique. On est justement sur cet enchaînement excentrique-concentrique qui est beaucoup plus intéressant et on est sur de l'élasticité musculaire. Et enfin, je dirais que le plus important aussi, on l'a dit aussi avant, c'est être vigilant à ne pas forcer un sportif dans une séance de préparation physique, être à son écoute, parce que c'est là où arrivent les blessures, quand on veut, nous, peut-être mettre une petite série en plus et qu'on pense qu'elle était prévue et qu'elle ne va pas faire de mal. Faut être vigilant. Si l'athlète, à cet âge-là, le jeune nous dit, nous alerte, généralement, il ne monte pas trop à cet âge-là, avant 14 ans.
Après, c'est plus compliqué d'évaluer. Mais avant, généralement, ils sont plutôt sincères dans leur état de fraîcheur. Comme l'a dit Pierre-André, hein, ils sont pleins d'énergie. Donc souvent, quand ils en ont plus, c'est qu'il faut arrêter l'exercice et pas aller plus loin. Sinon, c'est là où on va sur les blessures. Voilà, pour moi, c'est vraiment 3 points aussi importants à rajouter. Merci. Xavier, est-ce que tu as des éléments à rajouter par rapport aux erreurs à éviter dans la préparation physique chez les jeunes? Non, mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Après, je voulais juste revenir sur le gainage, par exemple, isométrique. Il faut pour moi, après Philippe, tu compléteras peut-être, mais il faut pour moi passer par une période isométrique justement pour travailler cette posture dont parlait Yann. Et c'est super important. Et le défaut souvent qu'on trouve sur les gainages, c'est que les gens ils sont tout tordus, les fesses en l'air, le bassin de travers, etc. Donc il faut apprendre dans le gainage isométrique à travailler bien en ligne. La position de la colonne vertébrale, bien en ligne avec les cervicales, la tête baissée, etc., pour avoir une bonne posture. Et à partir du moment où on a une bonne posture et qu'on la tient 30 secondes, comme disait Philippe, mais là, il faut aller chercher le déséquilibre justement pour aller titiller un peu le corps et pour le faire progresser, pour pas rester, pour pas stagner, pour continuer la progression. Donc ça, c'était par rapport au gainage. Après, il y a des exercices de TRX ou de cordes du haut du corps qui sont vachement intéressants à développer, hein, de tirer, etc., un petit peu dans toutes les positions et de travailler sur les muscles agonistes, antagonistes, de faire travailler simultanément. Et après, je rejoins encore une fois Yann. Hein, moi, je dis souvent que moi, j'ai un œil externe par rapport aux gamins que j'entraîne. Et eux, ils ont un œil interne. Ils ont un ressenti, ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Etc. Et moi, j'ai un œil interne. Je vois que ça commence à monter en pression, que la série, elle est moins bonne que la dernière fois ou elle est meilleure. Donc, il faut que nous, entraîneurs, on ait un œil attentif à ça. Et le dernier point, c'est que les gamins, quand ils sont dans une progression, ils ne connaissent pas leurs limites. Et il faut qu'ils aillent les chercher, ces limites, pour apprendre ensuite à les appréhender au mieux. Et souvent, ou ils veulent tout casser d'un coup et ils n'y arrivent pas, ou alors ils se disent non, mais je ne vais pas y arriver, mais finalement ils y arrivent. Et nous, on doit les aider à aller vers cette limite-là, tout en gardant l'aspect sécuritaire, bien évidemment. Merci. Et il reste Mehdi. Mehdi, est-ce que tu veux t'exprimer sur les erreurs à éviter? Oui, là, le thème, c'était la préparation physique avant la puberté. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec les petits. Tout dépend de la durée des exercices en fonction des capacités physiques qu'on veut travailler. Qu'on peut travailler beaucoup de choses chez les enfants. Après, en fonction, si on fait de la pliométrie chez les tout petits, c'est sûr qu'on ne va pas faire ça pendant longtemps, sinon ça risque de leur faire mal. Et surtout qu'il faut respecter les capacités physiques à travailler en fonction des âges. On sait qu'à partir de 7 ans, on peut commencer à travailler la vitesse, la souplesse, l'équilibre. À partir de 9 ans, on commence à travailler la capacité aérobie. Et je pense que c'est important de respecter ça pour plus tard, après, quand ils rentreront dans des structures ou quand ils décideront de s'entraîner plus que ce qu'ils font jusqu'à 10, 11, 12 ans. Quoi. Donc, c'est important de respecter les capacités à travailler. Quoi. Juste rajouter un truc, comme dit Mehdi, je pense qu'il est important en préparation physique aussi d'être vigilant au temps de travail, temps de récup. C'est de la physiologie. On n'a rien inventé, ça a été écrit par X personnes, donc il faut être très vigilant à ça. Il ne faut pas essayer d'aller proposer des exercices plus longs avec moins de récupération quand on veut travailler certaines filières, alors que ce n'est pas du tout en cohérence avec tous les écrits. La préparation physique s'appuie sur des écrits de docteurs en physiologie du sport. Ce n'est pas pour rien et je pense qu'il faut en tenir compte. Et quand on est aussi un bon préparateur physique, il faut aussi se tenir informé de toutes les évolutions qui sortent très régulièrement, tous les écrits qu'il y a, parce que ça évolue vite. Et des fois, il y a des contre-vérités qui peuvent apparaître. Il ne faut pas se lancer dedans tête baissée, quoi. Il faut attendre vraiment un temps de mise en place sur certaines contre-vérités ou sur certaines vérités. Mais je pense que la priorité, c'est vraiment ça, être vraiment cohérent et respecter temps de travail, temps de récup. Voilà, je pense que c'est vraiment un essentiel. Merci. Est-ce que quelqu'un, on arrive au bout des questions, est-ce que quelqu'un veut, parmi les intervenants, veut rajouter des éléments qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'aborder ou des points qu'il voudrait traiter voilà, par rapport à une remarque, quelque chose?
Non, Vas-y, Philippe. excuse-moi, je suis désolé. Non, Je t'en prie. je trouve que, Avec j'ai trouvé que plaisir. l'échange était très intéressant, quoi, hein, parce que ça permet justement d'exprimer des idées qui nous sont chères, hein, qui sont importantes. Et puis, je trouve que c'est très enrichissant parce que, ben voilà, quoi, hein, ça donne plein d'ouverture et l'échange est très, très intéressant, je trouve, aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci Philippe. Merci Philippe. Écoutez, la semaine prochaine, on se retrouve pour un thème qui s'appelle la dimension mentale. Donc, on va essayer de voir comment on va prendre en compte la dimension mentale. Donc, la préparation mentale, pas simplement la préparation mentale, mais aussi tout ce qui concerne la prise en compte de l'individu dans son intégralité et pas simplement sur le plan physique, technique ou tactique. C'est le thème de jeudi prochain. Avant de se quitter, donc je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu partager et échanger leur expérience. Je vais vous soumettre en test un petit sondage qui devrait apparaître. Bah non, ça marche pas. Si, non, dommage. Pourquoi ça fonctionne pas? Je voulais vous soumettre un sondage, mais a priori ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Je vous le soumettrai sous un autre format. Merci encore à tous pour votre participation. Et puis, donc comme pour le webinaire précédent, celui-ci sera en replay une fois que j'aurai fait le montage et vous pourrez le revisionner ou le visionner pour ceux qui n'étaient pas là quand vous le souhaitez. Merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt.